Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et nous sommes tous les deux blogueurs sur le site toutpoursavoir.com. Comment ça va Mathieu ? Eh ben ça va bien et toi Raph ? Ça va super, ça faisait longtemps. Ça fait longtemps dis donc, ouais. Et oui. On a loupé quelques semaines. Oui, il y a eu un petit... Enfin pas un petit problème, en fait c'est la vie quoi. C'est la vie qui a repris le dessus. Exactement, ouais. On devait se retrouver la semaine suivante le précédent épisode, mais on a dû décaler parce qu'on avait des problèmes d'emploi du temps respectifs. Et donc on vous fait le dernier épisode de la saison 2019-2020. Non, 2018-2019, pardon. T'es dans le futur. Oui, c'est ça. On le fait. Parce que tu prends le présent. Ouais, je prends le futur comme point de départ. Ouf. Et ouais. Et donc voilà. Dernier épisode. Et puis voilà, il faut rappeler que c'est la vie. La vie est frustrante. Memento Mori. L'homme n'est pas fait pour Memento Mori. Certains étaient pas bien, quoi. Ils ont pas eu leur épisode. Ils sont pas bien. Mais voilà, les gars, hein, c'est vanité des vanités. Même Memento Mori, c'est une vanité. Donc, et Memento Mori est fait pour l'homme et pas l'homme pour Memento Mori. Exactement. Donc à partir d'un moment, sortez. Hein, il fait beau, hein, sortez. Arrêtez d'écouter des podcasts. Ouais, c'est ça. Profitez de la vie. En plus, il fait bon en ce moment. On enregistre ça à la date là on est quel jour ? On est le 2 ? On est le 2 juillet. Ouais. Et en fait, on sort tout juste de la canicule. Ouais. Et en fait, j'ai cru que l'église avait été enlevée et qu'on était dans la deuxième partie de la grande tribulation, tellement il faisait chaud à Grenoble. Mais sauf du coup, t'étais pas enlevé, toi ? Bah non, parce que j'étais pas T'as parmi les flippé, fidèles. mon gars. Tu vois, voilà, je me suis dit non, c'est pas possible. C'était pas humain cette chaleur, c'était un truc de taré. Tu penses que Grenoble c'est un coin de l'enfer ? Je pense que c'est le purgatoire. Il y a une grosse incompréhension. Et en fait, on passe par Grenoble pour aller en enfer. Tu vois. D'accord. Et si tu survis à la canicule grenobloise, peut-être que tu vas pas en enfer. Mais c'est vraiment l'angoisse totale. Totale. C'est un truc de fou comme il a fait chaud. J'ai été au bout de ma vie. C'est quoi ton actualité sinon, Raph ? Mon actualité, c'est que je suis en vacances dans 48 heures. Ouh, et ça, c'est bon, ça. Et ça, comme ça veut dire fait que quand plaisir. les gens écouteront ça, tu seras loin. Alors voilà, quand les gens écouteront ça, moi je serai en Roumanie, dans un aquapark. Exactement. Carrément quoi. Et ouais, on va là-bas pour un mariage dans la famille. Et du coup, on se fait une semaine là-bas. On profite dans le nord de la Roumanie, à Oradea. Je me suis dit, Oradea, il devrait faire une marque de biscuits concurrente des Oreos. Les Oreos et les Oradea, ça se ressemble et il y a moyen de piquer une part de marché, je pense. D'accord. Et tu leur soumettras l'idée. Tu iras à l'hôtel de ville d'Oradea. Voilà, exactement. Tu déposes un truc, tu vois. Voilà. Et tu fais des biscuits blancs et un chocolat noir pour faire l'inverse, tu vois, des Oreos. Ok, excellent. Et toi, Matt, quelle est ton actualité ? Tu dors avec ton fils ? Ouais. Ouais. Je dors avec mon fils. Alex dort moins que moi. Ouais, ça c'est. Mais ça t'arrive. Non, ça va. Il est sympa. Il est sympa. Et puis la nuit, il est en mode zombie, donc tu vois, il crie parce qu'il a faim. Il mange et il se rendort. Et entre les deux, il a pas ouvert les yeux, tu vois. Ouais, c'est génial. C'est qu'il est en mode éclaté, tu vois. Mais tu vis des trucs quand t'es bébé, je regrette qu'on s'en souvienne pas. Bah ouais. Parce que l'allaitement et ils s'endorment juste avec la dernière gorgée comme ça, la tête qui part en arrière. Tu te dis, ça doit être beau quand même. Ça doit être beau, mais ça nous fait pareil, mais pas avec le lait. Ça te fait ça avec quoi, toi ? Hein, Mathieu ? Bah tu sais... Quoi ? Avec de la bière ? Non, pas avec la bière. D'accord. La bière, t'imagines ? Pour t'endormir avec la bière,
tu dois être dans un état proche de l'Ohio. Hein. Bah ouais, c'est déjà trop. Ouais. Mais non, ça va. Moi, je suis pas encore en vacances. Bientôt, dans 3 semaines, le 18 août. Nous, on ira moins loin. On ira du côté de Bordeaux, ma patrie. Ouais. Mais ça va être bien coolos. Première vacances avec Léon. On verra ce qui se passe. Excellent. Dernier épisode de la saison, tu le disais. Oui. Épisode estival. On va pas parler de barbecue. Non. On devait parler de l'église et de Nine Marks. Oui. Mais il devait paraître plus tôt. Et en fait, au regard de la date, on s'est dit c'est mieux de faire le retour de l'épisode de Quoi lire cet été. Et là, c'est Quoi lire cet été 2, le retour. Après, il y aura Quoi lire cet été, la vengeance. 3, la vengeance. Ouais. Après, le 4, ce sera le jugement dernier. Le jugement dernier. Après, le 5, ça sera l'apocalypse. Après, le 6, ça sera Quoi lire cet été, rédemption. Non. Ah oui, rédemption. Ouais, tu trouves toujours un truc. J'aurais dit, moi, renouvellement ou récréation. Ou ultimatum. Ah ouais, pas mal. Ouais. Bon, on en trouvera toujours un truc à Mais dire. par contre, tu vois, Terminator, ils n'avaient pas le temps de niaiser parce que c'est directement le 2 jugement dernier. C'est ça. C'est Terminator 1, Terminator 2, jugement dernier. C'est ça. C'est exactement ça. Faudrait Est-ce qu'on a dit qu'on ferait un épisode sur Terminator 2 ou pas? Franchement, ça vaudrait le coup parce que ça me dit bien de le revoir. Oh, il est très bon, très bon. Et l'autre jour, j'ai revu, mais alors ça a été un plaisir extraordinaire, Rambo. Lequel? Le premier? Le 1, ouais. Et tu sais, franchement, Matt, il est extraordinaire. Il est extraordinaire, ce film. En vrai, c'est un chef-d'œuvre. Pas beaucoup de choses. Hein. Pour de vrai, c'est un chef-d'œuvre. C'est un mec qui traverse une ville à pied, il se fait embrouiller par le shérif et ça finit en apocalypse. C'est énorme. C'est clair, dans la forêt. Ouais, c'est ça. Non, et puis l'enchaînement des punchlines qui est juste monumental en fait dans ce film. Non, franchement, quand j'étais petit, j'étais un grand fan de Rambo, plus que les Rocky encore. Ouais. Et là, je l'ai revu il doit avoir un mois ou deux. Et même le film est sur tu vois, tout ce qui est post-traumatisme, etc. Tu vois, les gars qui reviennent de la guerre et tout ça. Ouais. Il y a plein de trucs là-dedans. Bon, je vais pas dire que c'est un film psychologique et un film d'auteur, mais c'est génial. Quand t'es un gars et que t'aimes les bons classiques, tu te régales. Qui c'est qui avait fait Rambo? Le réalisateur, aucune idée. Ah, il y en a plusieurs. Ouais. Mais tant qu'il y a Sylvester dedans, t'es refait quoi. Mais c'était franchement, c'est un film. Et puis la partie centrale du film, quand ils se rendent compte les flics qu'ils ont eu affaire à John Rambo et que ça part en live et qu'il y a le colonel, son ancien chef, qui vient pour les aider. Là, tu as un enchaînement à un moment donné, pendant 5 minutes, les répliques, c'est que des punchlines. Je me suis dit, mais comment ils ont fait pour enchaîner les punchlines comme ça? C'est merveilleux. Ouais, c'était l'époque des punchlines aussi. Hein. Ouais. C'est vraiment... c'était vraiment génial, quoi. Ted Kotcheff. Ok. Ted Kotcheff qui a fait ça, c'est en 82 Rambo. Trop bien. Donc cet été, si vous voulez vous régaler, en plus la région, je crois que c'est dans le nord-ouest que ça se passe, et dans les États, enfin du nord où il y a les montagneuses, quoi, dans les montagneuses, tout ça là, et franchement c'est trop beau, quoi. Ces grandes forêts et tout ça là, t'as envie de partir avec un couteau et de faire de la survie pendant 48 heures. Trop bien. C'est dans le premier Rambo là qui se cache à un moment donné dans une maison. Une maison? Non, c'est dans la forêt. Il va direct dans la forêt. Ouais, ça, je sais qu'il se casse dans la forêt, mais ok. Ouais. Faudrait que je le remate aussi. On sera peut-être un épisode. Et la réalisation n'a pas vieilli. Hein. Il y a des films, tu dis ouais, c'était bien, mais quand tu la regardes, tu dis ouf, ça a pris cher quand même. On a beaucoup de mal. Mais celui-là, franchement, tu le regardes sans problème.
Ah ouais, non, c'est franchement... voilà, si tu voulais une valeur sûre, Rambo. Après, il y a le 2, il y a le 3, il y a le 4, il y a le 5 qui va sortir, là. Ah, mais là, ça va être compliqué, non? Ah, je sais pas. Moi, C'est quoi, c'est... Moi, le personnage Rambo, peut toujours... Rambo 5, Ouais. 2 points EHPAD ou... C'est ça. C'est ça. Le retournement de l'EHPAD. Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, moi, le personnage... Enfin, du moment que tu me dis c'est Rambo dedans, je suis tellement attaché au personnage que... Même s'ils font un film sur l'enterrement de Rambo, tu vois, Le 4, tu l'as vu? Ouais. Purée, à un moment donné, une espèce d'arme, là, je sais pas quoi, un 30 mm, je sais pas quoi. Et Il découpe les mecs en deux, quoi. Oui, avec à le l'arrière truc, là. il est à l'arrière d'un pick-up, là. Ouais, mais après, il le détache et il Ouais, le prend à la main. ouais. Non, mais c'est ça. Mais le mec, il a pas le temps, quoi. Purée. C'est énorme. Non, franchement, c'est peut-être mon côté mélancolique, mais j'ai trop kiffé, quoi. Enfin, bref. Aïe, aïe, aïe. Alors, Du coup, on va se poser 3 questions. ouais. En gros, c'est quels sont les 3 livres qui nous ont le plus apporté cette année. Et avec aussi, en plus de ça, si on a un livre qui n'est pas un livre de théologie qu'on a particulièrement apprécié. Et puis, quelques conseils encore. On va peut-être dire des trucs qu'on avait déjà redit, mais comment dégager du temps cet été pour lire. Ouais. Et quels sont les livres que nous allons lire cet été. Ok. Alors, Matt, les 3 livres qui t'ont le plus apporté cette année. On en fait un chacun, d'accord? Pardon? On en fait un chacun. Un toi, un moi, un toi, un moi. Allez, etc. on en fait un chacun. Parce que c'est ton podcast. Disclaimer déjà. C'est ton podcast. Mais c'est aussi le mien. C'est aussi ton podcast. Donc on fait du ping-pong. Petit disclaimer. Moi, j'ai lu beaucoup pour la fac cette année. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire à côté. Et donc, en fait, surtout les trucs que j'ai lus à côté, c'était aussi pour préparer des trucs pour l'église ou quoi. Le premier, en fait, je triche un peu. Mais je replace dans la liste, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode, Remember Death, dont on avait parlé. On avait fait un épisode dessus. C'est pas triché puisque je l'ai lu. Mais si vous voulez entendre un épisode entier là-dessus, c'est le Memento Mori 40. Ouais. Notre épisode 40. C'est vraiment un livre Memento Mori à fond, comme on l'avait dit. Il porte bien son titre. On avait aimé l'approche très documentée et fine. Ouais. C'est vrai qu'on retrouve les idées principales de la pensée Memento Mori, mais on avait trouvé ensemble que il aborde ça, et il a un angle aussi sociologique, philosophique, en plus d'avoir un angle théologique, et il lie le tout. Il attaque pas de front avec l'angle théologique, mais il montre en fait comment la philosophie et la sociologie façonnent notre rapport à la mort, et comment la théologie peut répondre à ça en particulier, pas juste à la question de la mort en général, mais à la question de notre vécu de la mort aujourd'hui. Et ça, c'est super pertinent. C'est un petit livre. Nous, on aime bien les petits livres parce que souvent, dans les petits livres, les mecs, ils n'ont pas le temps de niaiser. Exactement. Donc il fait 180 pages, un truc comme ça. C'est pas facile pour les Américains qui ont l'habitude de tourner en rond, de dire 10 fois la même chose, etc. Tu crois qu'ils sont payés plus cher s'il y a plus de pages? Franchement, je sais pas, mais des fois, tu vois, j'avais lu une première fois un appel dangereux là de Trip. Ouais. Sur le ministère pastoral, j'avais trouvé super. Je l'ai relu une deuxième fois et je me suis dit, il devrait faire 100 pages de moins. Ouais. Il se répète de ouf. Et il a des chapitres en fait où tu as une idée et il le dilue. Ouais. Voilà. Mais voilà. Premier livre, Remember Death. Bon, c'est en anglais. Et je me rends compte que j'ai que des livres en anglais à présenter. Ouais. Mais c'est la vie, mon gars. Écrivez des livres en français. C'est ça. Et toi? Moi, alors, il y a eu plein de livres, j'ai hésité, mais en fait, je vais me placer sous le signe essentiellement de Nine Marks. Le premier que je voudrais mentionner, mettre le plus en avant,
C'est The Compelling Community. De quoi? The Compelling Community. Donc, la communauté attractive, on pourrait traduire Attrayante? comment, attrayante, Attractive? ouais, voilà, attrayante, attractive, Ok. voilà. Donc, il va être traduit. J'ai eu vent de ça par Publication Chrétienne, qui traduit pas mal de ressources landmarks. Donc ça, c'est écrit par qui? Celui-là, il est écrit par Devers et Jamie Dunlop. Jamie Ouais. Dunlop, qui est aussi qui est implanteur d'église à Washington et qui a été pendant un temps dans le staff de Capitol Hill Baptist Church, là où est Marc Devers. Franchement, je ne sais pas si j'ai lu un autre livre à propos de ce qu'est l'Église aussi captivant que celui-là. Waouh. Ok. Ouais, c'est de loin. Alors, il y a de très bons bouquins d'un point de vue doctrinaux de l'Église, mais celui-là, il est extraordinaire, quoi. Et Qu'est-ce qui le rend unique? écoute, ce qui le rend unique, pour moi, c'est surtout la première partie qui met en avant le côté surnaturel de ce qu'est l'Église à cause de Hmm. l'Évangile, et du coup de ce qui est surnaturel et qui doit se voir dans les relations. Et c'est vrai que quand on parle de la spiritualité et de l'Église, quand tu vas dire ouais voilà il doit y avoir du surnaturel dans l'Église, les gens vont penser tout de suite à guérison, miracle, etc., etc. Mais en fait, l'auteur montre, c'est Jamie Dunlop en particulier. Il pense pas à Ephésiens 3, quoi. Exactement, exactement. Et en fait, ils partent vraiment d'Éphésiens 3, vraiment que l'Église, elle démontre la sagesse de Dieu dans les siècles à venir, et des relations qui sont marquées par un amour en fait qui est surnaturel, qui est possible que parce que le Saint-Esprit est en nous et qu'on a été régénéré, et qui est possible que entre des personnes qui ont été régénérées. Et que c'est une Hmm. démonstration de la puissance de Dieu qui est phénoménale. Et en fait, dedans, ce que j'ai trouvé excellent, c'est un truc, je sais sur lequel il faut qu'on travaille, nous, je pense en France et nous à Grenoble et de partout, c'est sur la façon dont la communauté doit vivre des relations surnaturelles. Et, euh, Hmm. et en fait, il met en avant en fait, le fait que tu as des églises qui sont il faut avoir une église qui a besoin que d'une chose, c'est l'évangile. Mais la plupart des églises te disent oui, il faut l'évangile plus quelque chose en plus, Ouais, quoi. Donc ouais. ils appellent ça les églises gospel plus quelque chose. Et donc où on met en plus de l'évangile plein de choses pour permettre aux relations de se vivre. Mais en fait, il rappelle que l'évangile est vraiment suffisant pour ça. Et c'est vraiment un challenge, tu vois, pour la façon dont on accueille notamment des chrétiens qui se rejoignent dans les églises, où on se plaint, c'est souvent que en fait, les gens sont vraiment des touristes qui sont là simplement comme consommateurs dans l'église. Et on voit le service et l'engagement comme un signe de maturité. Tu vois, quelqu'un qui a vraiment compris et qui a grandi dans sa foi et qui a compris ce qu'est l'église. Mais en fait, Ouais. et en fait, il rappelle que ça, c'est pas ce que disent les Écritures, où en fait l'amour de l'autre, le service de l'autre n'est pas un signe de maturité, mais un signe de foi. Ouais. Et en fait, il met vraiment au défi de ne pas créer nous-mêmes une zone de confort pour les chrétiens qui soient, quand tu accueilles des gens qui arrivent dans ta ville ou qui rejoignent ton église, ce sont des chrétiens où on fait tout pour les mettre à l'aise, on leur dit voilà, il y On a leur demande l'école pas du trop, quoi. dimanche, voilà, on leur dit prenez le temps de découvrir, puis après ils ont des besoins, on se dit bah voilà, il faut vraiment aussi les servir, les aider à s'intégrer et tout, et puis après on espère que quand ils auront compris la vision, etc., ils vont se mettre à servir. Et en fait, finalement, on leur permet pas de vivre l'évangile. Euh, Excellent, ouais, et génial. c'est contre-intuitif en fait. Et en fait, c'est ça, il est vraiment contre-intuitif. Et c'est là que je me rends compte, moi, que dans notre façon de vivre, même si on veut être captif des Écritures, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir, quoi. Grave. Donc voilà, vraiment, je le recommande pour les responsables. Il me tarde qu'il soit, le jour où il est traduit, je crois que je l'achète et que je l'offre à tous les responsables ici à l'ECE. Et c'est à mettre dans les mains de tout responsable d'église et de toute personne qui veulent vraiment vivre l'église comme Dieu veut qu'on la vive, quoi.
Trop bien. Ouais. À toi, Matt. Deuxième livre. Deuxième livre, alors, c'est encore un livre en anglais. C'est un livre que j'ai lu pour les cours, enfin plus particulièrement pas pour un cours, pour une dissertation que j'ai faite sur cet auteur et notamment sur une notion qu'il développe. Donc l'auteur c'est Calvin Serveld. Ok. C'est un philosophe / théologien de l'art. Il est canadien. Il a beaucoup écrit entre les années 80 et 2000. Il a une pensée qui est très intéressante, assez originale. Le titre ? Le titre du livre, j'ai lu plusieurs de ses livres, mais peut-être celui qui capte bien sa pensée, peut-être un des derniers qu'il a écrit, s'appelle Bearing Fresh Olive Leaves. Porter des feuilles fraîches d'olivier. Ouais. C'est une allusion à la colombe qui a été jetée, enfin qui a été envoyée par Noé pour rapporter le signe que le jugement de Dieu était passé et que la terre était de nouveau habitable. D'accord. Peut-être qu'on fera un épisode là-dessus. J'ai fait ma dissertation donc sur la pensée de ce gars, enfin c'est beaucoup dire, sur sa pensée de l'art et en particulier sur une notion qu'il développe qui s'appelle l'allusivité. En fait, sa théorie en une phrase, c'est que la caractéristique et la fonction de l'art, c'est d'être allusif. C'est-à-dire de porter du sens. Faire allusion à quelque chose, ok. Ouais. Voilà, de porter du sens en faisant allusion. Alors, c'est assez intéressant. Il faudrait le développer. C'était le sujet de ma dissertation. J'en ai fait aussi un article que je publierai. Donc, c'était pour un magazine que je publierai après la rentrée, je pense. Puis, en tout cas, c'est assez stimulant, surtout dans sa manière de prendre à revers pas mal des considérations sur l'art courantes, c'est-à-dire que lui il écarte assez facilement la beauté. Pour lui c'est pas que c'est pas important, mais c'est pas ce qui définit l'art. C'est pas ce qui définit l'art d'une part, d'autre part c'est pas très opérant, et il va encore plus loin en disant que notre fascination pour la beauté serait même un résidu de la pensée platonicienne, où l'attachement à la beauté trouve ses racines dans le désir de se détacher du monde réel et de s'élever vers un idéal. Il se détache aussi de la pensée un peu classique de voir la fonction et la caractéristique première de l'art en Dieu lui-même, pour s'intéresser plutôt premièrement à la création, à la réalité créationnelle. Donc voilà, ça ouvre plein de pistes, plein de discussions, c'est super intéressant, en tout cas pour moi ça l'a été, et puis je trouve que c'est assez utile pour faire avancer la discussion sur l'art et la culture, et ça ouvre plein de pistes aussi pour une apologétique culturelle et une apologétique de l'art. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les arts en général, surtout les arts visuels, je vous conseille Bearing Fresh Olive Leaves de Calvin Serveld. Ok. Un peu geek, mais... Ça a l'air, ouais. S'il y a un auditeur qui décide de le lire, et qui nous le dise. Et Matt, comme on n'est pas beaucoup en France à réfléchir sur la question, dès que je peux, j'en profite parce que j'aimerais développer vraiment plus la pensée sur la culture et l'art en particulier, parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Donc j'encourage tous ceux qui seraient intéressés à participer à la conversation. Pourquoi pas lire le livre et envoyez-moi vos retours. Hein, et puis commençons une conversation là-dessus. Ça roule. Alors, me concernant, comme deuxième livre, j'ai... The City... Un livre de 9 Marks. Non, alors j'en ai un autre de 9 Marks, mais je le garde après pour la fin. Mais j'ai un livre de Desmond Alexander, Desmond Alexander, The City of God,
and the Goal of Creation. Donc encore un livre en anglais. Ça fait partie pareil, un petit livre des Short Study in Biblical Theology là, de Crossway, qui est une excellente série. C'est Crossway qui fait ça? Ouais. Attends, c'est les petits comme ça là, tu sais, ils sont tous comme ah oui, ça, d'accord, celui-là, ouais. Connais, ouais. Donc, ouais, c'est super ça. Et extra. Tu as lu From Creation to Chaos? Non. Il est bien parce que c'est dans la même collection sur l'eschatologie. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. From Creation to Telos ou Chaos, t'as dit? Non, to Chaos, je crois. Chaos, ok. Ou alors l'inverse. Attends. Vas-y, je te tiens au jeu. Et en fait, je me dis que en le lisant, je me suis dit, mais la théologie biblique, c'est tellement merveilleux et c'est tellement sans fin. Et non. C'est quoi alors? Vas-y, dis. C'est From Chaos to Cosmos. Ça fait plus de sens. D'accord, parce que je me dis, c'est pour ça que j'ai cru Telos. Tu vois, je me disais, mais. Non, mais en fait, c'est le livre d'un autre. C'est le titre d'un autre bouquin que je t'ai dit. Donc c'est Sidney Greidanus. Création au chaos, ça a du sens si tu veux parler de la chute, tu vois. C'est ça, c'est ça. Mais sinon. Ouais. Non, là c'est. Ouais, ok. Pardon, vas-y. Oui. Et en fait, donc il reprend dedans toute la thématique de la ville et de Jérusalem et de la nouvelle Jérusalem. Écoute, c'est franchement super. J'avais lu les bouquins de Bill déjà sur le sujet, The Temple and the... Attends, comment déjà? Attends, je me retourne. The Temple and the Mission of the Church, je crois. And the Church Mission. Enfin bref. Qui développe toute cette théologie biblique du temple. Là, celui-là, en fait, c'est sur la question de la ville. Et en fait, alors il y a des trucs que j'ai totalement découvert, notamment tout le parallèle entre le tabernacle et le mont Sinaï. La division en trois parties entre le parvis, là où tu avais le peuple, le lieu saint où montent les anciens avec Abraham, et le lieu de la rencontre, qui est le lieu très saint, où en fait il démontre comment le tabernacle a été construit sur ce modèle-là. Toute le parallèle entre Babel, qui est Babylone en fait, Babylone et Jérusalem, ce versus que tu as un petit peu dans toutes les Écritures. Ouais, franchement, et sur la façon dont Dieu va transformer Jérusalem, et Jérusalem comme type aussi de la nouvelle création et tout ça. Franchement, ça se lit tellement bien. Ce que je trouve admirable chez ces auteurs américains, alors des fois, comme on dit, il y a une redondance, il y a des mots... il y a vraiment de trop. Dans ces séries-là, non, je trouve pas. Ouais, là c'est petit, c'est combien de pages? Alors je regarde, c'est... alors attends, avant les index et tout ça... 192 pages, c'est non? 167. 167. Ouais, t'étais presque... Ah ouais, donc c'est vraiment... C'est petit, ça se lit... je l'ai lu sur un week-end, moi. Tu vois, j'ai geeké un peu tout le week-end, je me suis vraiment fait plaisir. Ce qui est extra, c'est leur capacité à faire de la très bonne théologie, de façon et poussée, vraiment, c'est pas un jet de théologie biblique, mais qui reste totalement abordable et agréable à lire. Et ça, je pense que c'est vraiment une capacité. Je sais pas si c'est lié à la langue, à l'anglais, ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment un bouquin à lire. Ouais, excellent. Ouais. Voilà, toute la pédagogie que Dieu a enseignée derrière, la typologie, le symbolisme que tu as à travers la ville, et puis ouais, enfin bref, c'est extraordinaire. Voilà pour mon deuxième. Ton troisième, Matt? Mon troisième, j'hésitais entre deux, mais je vais parler de celui-là. Bon, c'est aussi un peu geek, mais j'ai vraiment aimé. C'est un livre de David Peterson. J'avais vraiment beaucoup aimé son livre, s'appelle En esprit, en vérité, en français, qui est édité chez Excel 6, qui est un livre sur le culte, une théologie biblique du culte. Super bien. Et là, c'est un livre dans la collection NSBT, New Studies in Biblical Theology.
C'est, tu sais, série Ouais. de Carson, là, tu sais, Ouais. avec la couverture Avec argentée. celui de Bill est dans cette collection là, celui que j'ai C'est mentionné. ça, ouais, c'est ça, c'est chez IVP. Là, ça s'appelle Possessed by God, une théologie du Nouveau Testament de la sanctification et de la pureté. Excellent. C'est super. J'avais lu ça parce qu'on a fait un cours sur la sanctification à l'église. Et c'est vraiment de la théologie biblique. Donc c'est pas une approche d'abord systématique, c'est d'abord une approche biblique. Donc il prend vraiment des grandes portions, tu vois, il va étudier dans des livres ou dans des trucs comme ça. Ouais. Et puis il va prendre des notions qu'il va aussi étudier dans certains passages clés avec, je trouve, une espèce de finesse souvent qui sont... souvent, je trouve, les mecs qui font de la théologie biblique sont plus fins que les mecs qui font de la systématique dans l'approche du texte. Bah, c'est normal, hein. Tu vois, Oui, c'est leur, c'est normal. c'est leur maîtrise, c'est leur domaine. Mais du coup, sur des thèmes comme ça, c'est super intéressant parce que sur des thèmes où on s'attendrait... J'ai lu beaucoup de livres sur la sanctification pour le coup. Et ça manque... Enfin, là, tu vois une profondeur que les autres n'ont pas. Parce que les autres, ils abordent ça de manière systématique et du coup, il y a plus de texte peut-être et c'est plus des idées. Tandis que là, tu as vraiment à chaque fois le texte qui te parle et donc tu as une saveur particulière qui est liée au texte. Et puis, il montre en fait que la sanctification, c'est d'abord le fait d'appartenir à Dieu et de vivre une vie de celui qui appartient à Dieu. Du coup, alors ça m'avait fait énormément de bien. L'an dernier, tu sais, j'avais dit que je lirais, et c'est ce que j'ai fait l'été dernier, j'avais lu One with Christ. Ouais, excellent. Magnifique, c'était mon bouquin préféré de... Bah, je l'avais lu aussi grâce à toi. Du coup, je l'avais lu. Tu l'avais trouvé bien aussi ? Oui. Ah oui. Moi, il m'avait fait du bien. Et la doctrine de l'union avec Christ, c'est vrai qu'elle est très peu abordée alors qu'elle est très importante, bien sûr. Et du coup, tu vois, le One with Christ m'avait vraiment encouragé à voir que notre sanctification, c'est une la double grâce là, duplex gracien, du salut, justification, sanctification, et c'est pas une conséquence de notre justification comme parfois on l'entend, qui mène à une compréhension tronquée du salut et aussi de la vie chrétienne. Tout à fait. Comme si la sanctification c'était une deuxième étape après le salut entre guillemets. Et voilà. Et ce livre là m'a fait beaucoup de bien en disant la sanctification, elle est d'abord en Christ et elle est d'abord déjà effectuée, déjà effective. Il montre, l'auteur, en fait, que la plupart du temps, quand on parle de sanctifier, c'est un verbe qui, tu vois, vous avez été sanctifié. Ouais. C'est quelque chose qui est passé. Ouais. Et l'accent du Nouveau Testament, c'est sur le fait qu'on a été sanctifié en Christ parce qu'on a été racheté par Dieu et qu'on lui appartient. On a été mis à part pour lui, on lui appartient. Et très souvent à la voie passive. C'est ça. Ah bah oui. Et du coup, ça donne une saveur particulière à la sanctification comprise dans la grâce. Voilà, super beau livre. Alors c'est de la théologie et tout, ça c'est deep, mais ça m'a fait du bien, quoi. Excellent. Et plus le temps passe, plus tu remplaces des mots par des mots français en anglais. Et c'est énorme. Ouais, mon modèle, c'est... Tu vas finir la caricature des mecs qu'on veut les... Excellent. Oh là là. C'est hyper vieux, ça. Awesome. C'est hyper vieux. C'était quoi ? C'était la Star Academy, non ? Un truc comme ça ? Je sais pas. On l'a découvert avec le clip de... Non, pas Copacabana. Attends, on va demander à Dave de mettre ça. D'accord. Ok. Bon, bah c'est bien. Alors là-dedans, si tu permets, je voudrais glisser un bis à ton livre, parce que je ne l'ai pas mis là, mais j'ai vraiment beaucoup bénéficié
de la lecture de ce livre, c'est le livre Maturity de Sinclair Ferguson, sur la maturité chrétienne, qui en fait, elle, finalement, c'est elle qui découle de la sanctification, tu vois. Et en fait, alors il a une approche qui est super belle, notamment sur Christ, et la façon dont Christ a mûri dans sa vie en tant qu'homme, et sur comment le fait que ce soit l'objectif, c'est que dans nos relations, on soit mûr, que dans notre vie d'une manière générale, vis-à-vis des épreuves, vis-à-vis de tout ça, bref, on réagisse avec maturité, et que c'est le but quand Dieu nous crée, c'est pour nous faire arriver à la stature d'êtres qui sont mûrs, et excellent aussi. Alors c'est un systématicien, lui, mais l'approche sur la vie de Christ, qui ressemble à une approche plus de théologie biblique, est aussi vraiment très très bien. Excellent. Ouais. Ok, alors moi, mon troisième, c'est un autre livre, Nine Marks. Alors j'aurais pu faire qu'un top Nine Marks, parce que cette année, bien sûr, j'ai beaucoup appris de Nine Marks, mais c'est leur livre sur l'évangélisation, évangélisme. Donc ça fait partie des petits livres là de la collection de Nine Marks, de tous ceux qui vont donc être traduits. Franchement, alors des livres sur l'évangélisation, j'en ai lu. Je dirais pas que je les ai tous lus, en tout cas soit en français ou quoi, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais j'en ai lu vraiment un wagon. Celui-là, ce qui est excellent dans ce livre sur l'évangélisation, c'est que il sort peut-être d'un travers dont je me suis rendu compte en le lisant, c'est qu'on parle trop de l'évangélisation comme une activité personnelle. Ah ouais, ça tu me fais plaisir. Et alors, il y a un rôle personnel dans l'évangélisation, c'est-à-dire tes collègues de travail, il n'y a que toi qui peux leur témoigner de ta foi. Ça ne va pas être un autre membre de ton église, et que là où Dieu nous a placés, c'est pour être sel et lumière, et pour voilà quoi. Mais le rôle de l'église en tant que communauté pour évangéliser est vraiment génial, vraiment bien présenté. Et en fait, il rappelle comment comment développer une culture évangélisatrice dans l'Église. Et en fait, l'Église est une communauté qui est évangélisante. Je ne sais pas comment le dire en français, mais il est vraiment inspirant là-dedans. Et en fait... inspirant, tu dis inspirant, toi? Oh non, ça va pas? Non, ça va pas, c'est un mot d'influenceur, c'est un mot de gens qui ont Instagram et qui prennent en photo le dernier short qu'ils ont acheté. Ok. Alors c'est vraiment un livre... Il t'inspire quoi? Voilà. Il t'encourage à quoi? Voilà. Alors, en fait... alors, ce qui est excellent dedans... Putain, tu m'as fait perdre ma pensée, tu m'énerves. Non, j'essaie que tu sois un peu plus précis, là. Inspirant, c'est quoi inspirant? Alors, Inspirant, c'est genre... Non, mais si tu me laisses finir ma phrase, je vais y arriver, non? J'ai senti le dernier parfum de Dior, il est vachement inspirant, ça, tu vois. Ok, toi tu m'inspires des trucs là, mais je vais ok, bref. Alors. T'inspires le péché. Tu m'inspires le péché, ouais. Tu m'inspires des émotions dont je peux pas parler. En fait, non. Il rappelle que plusieurs trucs. C'est que l'Église doit avoir une culture qui motive à l'amour pour Christ et à l'amour pour l'Évangile. Et qu'en fait, si l'Église ne cultive pas ça, les gens qui viennent de l'extérieur dans l'Église doivent voir cet amour pour Christ qui est ardent de la part des membres de l'Église, etc. Une culture aussi de l'Église qui donne confiance dans l'Évangile et dans sa pertinence, et qui est aussi contre-culturelle, qui évangélise aussi par le fait de montrer comment l'évangile est contre-culturel dans une société de divertissement, etc., où les gens ont une vie qui ont vraiment du sens.
Et en gros, si tu veux, bref, une culture qui montre qui perce à jour l'humanité, le cœur de l'homme, tu vois, par l'enseignement, par tout ça, etc. Et en fait, il te dit, voilà, comment, en gros, quand on est l'Église rassemblée, dans tous nos moments à nous, de culte, de réunions diverses, etc., qu'on peut vivre dans l'Église, comment est-ce que tous ces éléments-là, tout ce que l'on vit, est au service du témoignage de l'Évangile et doit être une puissance vraiment évangélisatrice pour les gens qui sont autour. Franchement, très rafraîchissant. Il n'est pas ultra concret, dans le sens où il ne donne pas des pistes. Et puis bon, ça vaut mieux parce que comme c'est un livre américain, voilà. Ouais, c'est pas le contexte, quoi. Ouais, voilà. Mais il te replace en fait la santé de l'église locale au cœur. Et en fait, une église qui est en bonne santé, c'est une église en tant que communauté qui attire les non-chrétiens, qui les confronte et qui leur permet d'arriver aussi au travers de leur témoignage à la conversion. Et ça, moi, je suis encouragé parce que nous, c'est quelque chose dont on a vraiment à cœur. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'églises qui ont vraiment un pas encore à faire et qui vont être de temps en temps à faire 2-3 événements d'évangélisation en se disant c'est à ce moment-là qu'on cherche à être compréhensible pour les autres, mais qui ont des rassemblements qui sont totalement opaques ou qui ne fait pas assez attention à l'accueil des personnes, à la prédication, comment est-ce que le texte aussi, n'importe quel texte de la Bible confronte aussi les non-chrétiens, etc. Enfin bref, voilà. Donc excellent petit bouquin, très court à lire, et il va être traduit en français aussi également. Je crois qu'il faudrait regarder, je vérifierai. S'il existe déjà en français, je vous mettrai le lien en français. Sinon, il est en anglais. Mais si vous n'avez pas l'anglais, patientez un peu. Contrairement à Mathieu, je vous donne des livres dont je suis sûr qu'ils seront traduits. Ah, c'est super, merci Raph. Mais je t'en prie, Mathieu. Ouais, c'est vraiment excellent. Ouais. On vous mettra aussi en lien par rapport à au dernier truc dont tu parlais, sur comment réfléchir à un culte pour les non-chrétiens, entre guillemets. Ouais. Accessible. Accessible aux non-chrétiens. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est biblique? Et en pratique, comment le faire? On vous renverra. Petit spoiler, mais ça vaut le coup. En fait, la clé dans ce que Raph aussi a dit avant, c'est que l'évangile est. C'est articuler tout autour de l'évangile. Et Steph et Franck avaient fait un webinaire là-dessus qui était super. Donc on vous mettra le lien dans la description. Alors peut-être on attaque les livres qu'on va lire cet été. Ouais. Alors peut-être non, on avait une autre question avant, on peut faire court là-dessus, mais juste un conseil. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire toi cet été pour avoir plus de temps dans la lecture? Je vais prendre des vacances. C'est tellement bon. Je vais prendre des vacances, je serai plus à l'église et j'aurai plus la fac et j'aurai plus le blog. Excellent. Et donc écoute, à partir de là, j'aurai du temps. Ouais. Non, mais enfin, c'est pas une blague. D'ailleurs, c'est aussi vrai. C'est-à-dire que c'est vrai que je lis énormément pour la fac, donc j'ai moins le temps de lire, tu vois, pour des trucs perso. Mais tout simplement, peut-être remplacer des temps d'écran par des temps de lecture. C'est vrai, tu vois, par exemple, que en général dans l'année, quand je me suis tapé des heures de lecture dans la journée, sur des trucs hardcore en plus. J'ai lu des livres, des machins. Cette année, c'était un peu l'angoisse. Le soir, je suis cramé, tu vois. Je suis fumé. T'es free. Le cerveau, il est free. Ah ouais, c'est genre... mais free de l'huile de kebab. Pas un truc, pas un petit beignet frais, tu vois ce que je veux dire. Et de l'huile qui a 6 mois, tu vois. Ah oui, c'est un truc, c'est sale. Tu peux le mettre dans ta voiture, ça marche. Tu le manges tout de suite, t'as le ventre qui gargouille, t'as la diarrhée et tout. Ouais, je vois tout à fait. Ton cerveau, il est là-dedans. Enfin, ça, bref. Tu lis des libéraux qui sont plus compliqués à lire. Ça, t'es free. Tu finis le soir, t'es free total. Et le truc qui m'a le plus free, je crois que c'était Turetin. J'ai lu des extraits de son éclectique théologie, là. C'est la systématique.
Ouais. C'est l'institution éclectique de Turetin. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et puis il y a des libéraux français aussi. Les mecs, tu te demandes, est-ce qu'ils se demandent comment faire la phrase la plus compliquée, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Alors des fois c'est beau, il y en a qui écrivent super bien. Oui. Tu vois, j'ai lu un livre, ça s'appelle La morale de l'alliance pour mon cours de Nouveau Testament de Jean Lourd. C'est super beau. Mais il y en a d'autres, c'est juste hyper lourd, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bref. Moi, alors, attends, là-dedans, dis-moi. j'ai lu The Religious Affection de Edwards. Edwards. Et je regardais, à un moment, je dis, attends, mais c'est pas possible. Je regarde, une phrase, elle fait 80% de la page. Je me dis, mais c'est infernal. Il enchaîne, il doit avoir 30 virgules dans la phrase. Et je me dis, purée, mais il faudrait que les gars le reprennent, le texte. Tu vois, ça vaudrait tellement le coup. Ce serait tellement bien, franchement. Mais bref. Ok. Ouais, ça c'est un gros boulot. Donc, ouais, éloigner l'écran ou en tout cas remplacer l'écran par la lecture. Et puis considérer aussi la lecture comme un vrai temps. C'est pas juste ce que je fais quand j'ai rien à faire. Ouais. Mais j'ai envie de prendre du temps pour lire. J'ai envie de me poser. J'ai envie de prendre un temps de prendre un livre, de l'ouvrir, etc. Là, tu me parles. Voilà. Alors, avec un enfant en bas âge, on va voir les limites du truc. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen, tu vois. J'imagine être posé dans le jardin avec lui qui joue. Voilà. Et toutes les deux phrases, tu dois lever la tête pour. C'est ça. Bon, il va pas aller très loin pour l'instant. Ouais. Mais alors moi, c'est pareil. Je dirais vacances égales. Surtout si on n'a pas beaucoup le temps de lire dans l'année, ce que je peux tout à fait comprendre. On n'a pas tous les mêmes rythmes et les mêmes facilités. Mais je pense pour une hygiène de vie à notre époque, vacances égales jeûne numérique. Ça devrait presque être, tu vois, j'ai presque envie d'être légaliste là-dessus, quoi, tu vois. Dans le sens, voilà, tu coupes tout et du coup, tu as beaucoup de temps pour lire. Et l'autre truc, ça rejoint ce que tu disais, c'était d'anticiper ta lecture avec joie. Comme t'anticipes, tu sais, quand tu arrives au restaurant, tu as la dalle, tu as prévu de faire ton restaurant depuis longtemps, et puis tu regardes la carte du menu et tu es là, tu salives, tu dis, oh, tiens, alors si j'essayais ça, ouais, dans mon livre, il va y avoir ça, tu vois, t'anticipes le truc, c'est un bon moment, tu vois, c'est un moment vraiment privilégié. Bah, c'est pareil, moi j'ai le bouquin, si je regarde la couverture, j'aime, tu vois, lire la 4e, j'aime parcourir plusieurs fois la table des matières en me disant, oh là 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 là, et puis tu sais, tourner quelques pages et regarder quelques sous-titres. Tu vas vraiment te mettre en appétit, te dire mais je vais le savourer, ça va être trop bien. Et après tu te plonges dedans. Et en général, quand tu choisis bien à l'avance tes bouquins, t'es pas déçu non plus. Et sauf si t'es à la fac. Et du coup, bah, tu te régales, quoi. Tu vois, tu te régales. Et puis peut-être un truc aussi. Lecture égale plaisir. Ouais. Et dans ce sens-là, moi je sais que j'ai une déformation. C'est-à-dire que quand on dirait que tu l'as dit au ralenti. Ouais, mais parce que c'est vraiment une grosse, donc ça prend du temps, tu vois. C'est ça. Quand tu prépares des trucs pour l'église, pour les machins, les trucs et tout, t'es tout le temps en train de lire aussi pour préparer. T'es en mode usine. Et du coup, t'as toujours une idée derrière la tête. Et j'avoue que même les lectures là de l'été, c'est la tentation. C'est avec une idée derrière la tête. Sauf que là, j'ai envie de me dire, ok, je vais lire sans prendre de notes, sinon dans le livre, tu vois. Ouais. Mais dire, parce que sinon, je lis tout le temps avec l'ordi, en prenant des notes, machin et tout. Mais là, dire non, je veux lire dans un autre contexte. Et du coup, je veux aussi être hyper concentré et me laisser interpeller. Tu vois, il y a un dialogue avec le livre. Ouais, une réflexion. Que t'as pas quand tu le... Tu vois, quand tu prends des notes sur ordi, machin et tout, c'est un autre délire. Ça, moi, c'est la lecture professionnelle, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est faut lire, faut se rappeler des trucs. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ah non, mais c'est clair. Mais je pense que ça, c'est aussi un travers de la productivité, de dire, non, il faut que tout ce que je lise me serve, et il faut que je me souvienne. Et en plus, moi, je suis pas bon à ça. Je sais que toi ou Guillaume, il est incroyable là-dessus, tu vois, il a une mémoire de malade. Toi aussi, tu es capable de te souvenir de trucs précis.
Moi, je vais Ouais, avoir plus de mal et du coup, j'ai tendance à prendre la béquille des notes, tu vois. ouais, Mais je vais me forcer à pas le faire. c'est bien. Moi, par contre, j'ai toujours le stabilo. Ah bah oui, Tu oui, vois, ça oui, c'est. stabilo et stylo, Ouais, mais voilà, bon, c'est la base. sur le livre, sur le livre. Ah ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Tu rentres, c'est un peu comme un petit combat, quoi. Un bras Exactement, de fer. exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va lire du coup cet été? Alors, ah oui, j'ai oublié le livre non chrétien que j'ai lu qui m'a Ouais. pas mal apporté. Je le dis rapidement, moi. C'est Jérôme Ouais. Fourquet, L'archipel français. Naissance Ok. d'une nation multiple et divisée, chez Seuil. Donc c'est un pavé. Hein. C'est un pavé, mais donc Jérôme Fourquet, il est analyste politique et directeur du département opinion à l'IFOP. Et en fait, il a fait un bouquin où il ressort, donc c'est ultra documenté, hein, c'est un bouquin fait par un analyste, donc c'est une analyse, et il montre comment la société française évolue vers un espèce d'archipel où avant il y avait une division qui était très verticale de la population, hein, les classes supérieures, bourgeoises, la classe moyenne et la classe populaire. Et maintenant il montre comment les classes en elles-mêmes sont aussi divisées dans leur horizontalité et qu'il n'y a plus une classe populaire, mais il y en a plein. Et il prend l'exemple des Gilets jaunes, par exemple, qui était, ça représentait la classe populaire, mais c'était loin de représenter toutes les personnes de la classe populaire, notamment par exemple toutes les personnes des banlieues, etc., qui se retrouvaient pas du tout dans ce milieu-là, c'était plus rural ou des gens des centres-villes, voilà, etc. Et par plein de trucs, plein de chiffres, en fait, ils montrent comment les choses se morcellent dans le pays et il y a de moins en moins de repères et d'unités et que c'est simplement factuel. Il n'est pas dans une moralisation là-dedans, mais lui, il est dans un regard vraiment analyste. Ah bah ouais, il n'y a pas de... Et il montre comment, enfin, tu as des trucs géniaux sur donc il parle de l'Église catholique qui est devenue zombie en France et de comment en fait tu as l'explosion des divorces, par exemple les statistiques des divorces qui sont liées, le corollaire de ça. Le corollaire, et par exemple, il prend pour un exemple tout bête, c'est les prénoms que tu donnes aux enfants. Il disait avant, tu avais des prénoms d'arrière-plan catholique, tu avais énormément de Pierre, de Marie, ou de Marie composée, tu vois, de quelque chose, etc. Et en fait, il dit maintenant, bon, j'ai pas noté les stats là, mais le nombre de prénoms uniques, où tu as plein de parents qui veulent avoir un prénom qu'aucun autre enfant n'a. Et en fait, au travers de ça, il montre que les gens ne veulent plus s'attacher à une identité, tu vois, d'un c'est une pays ou une maladie, ça. culture. C'est une maladie, ouais. Et ils cherchent à avoir des prénoms ouais, qui sont uniques, que personne a. Et en fait, ils montrent comment le nombre de prénoms différents dans le pays a explosé avec ça. Ils parlent par exemple aussi du tatouage. L'évolution en fait de la population qui se fait tatouer de plus en plus pour raconter, s'approprier son corps à soi et que ça ressemble à personne d'autre, etc. Et en fait, donc ce morcellement-là qui se voit par plein de marqueurs comme ça. Pourquoi je l'ai lu? Parce que je l'avais entendu dans une interview, il était super intéressant. Et deuxièmement, parce que je trouve que c'est toujours bien, quand on est prédicateur, d'avoir une connaissance fine, j'en avais déjà parlé, de son monde, de sa société, de rester vraiment connecté à l'actualité, à l'évolution de la société pour pouvoir mieux lui prêcher l'évangile. Et ce genre de bouquin, pour moi, m'aide. Et en plus, si tu as plein de stats, et ça peut servir d'illustration dans nos prédications, nos enseignements, etc. Tu sais, je suis retombé. Excellent. En 1900, tu avais 2000 prénoms différents en France. En 2016, 16 000. Tu as une courbe, tu vois, regarde, je te montre, tu vois, comme la courbe a augmenté, ouais. tu vois, et tu vois, tu as une évolution qui s'est faite dès que tu as passé la fin des années 60. Là, c'est l'émeute, quoi, tu vois. Donc, et ça s'accélère, hein. Il y a une accélération encore depuis les années 2005-2006, c'est un truc de fou. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va lire cet été? Mathieu, premier livre. On fait les trois à la suite, hein, on n'a pas le temps. Ouais, Là. vas-y. Pas le temps de niaiser là. Hein. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de trucs à dire, on l'a pas lu encore. Oui, c'est ça. Alors, moi, je présente trois livres en anglais. Si vous n'êtes pas content, t'écoutes pas et puis c'est tout. Voilà. Non, mais je pense qu'il y en a deux qui vont être traduits en français rapidement. Ok. Le premier, c'est le nouveau livre de Tony Reinke qui s'appelle Computing Spectacles. Ah, mais attends. Je l'ai aussi. Je vais le lire.
Ah, c'est très bien. Ah, on pourra peut-être se faire un épisode là-dessus. Ah bah oui, il faudra se faire un épisode. Donc c'est un peu dans la même J'avais pas prévu de le lire cet été, mais je vais le lire. Sauf que c'est un peu plus précis, enfin un peu plus précis, non, un peu plus large que le smartphone. Donc c'est c'est plus la société du spectacle et les médias en général. Ouais. Il est très bon, Tony Reinke. Tu lis ses articles, ses bouquins, il est très fort. Bon. Pour moi, le smartphone, c'était dans mon top 3. Ouais. C'est un livre à lire. Je sais que mon père, quand il était venu en février là, nous visiter, il m'avait demandé... mon père, c'est un lecteur de ouf aussi, il lit tout le temps. Il m'avait demandé qu'est-ce que je peux lire, j'ai dit lis ça. Il avait lu presque d'une traite, il avait kiffé aussi. Ouais. Vraiment très bon. Donc Competing Spectacles de Tony Reinke. Je vais lire aussi Digital Minimalism de Cal Newport. J'ai failli l'acheter, mais je l'ai pas pris. J'attends que tu le lises. Tu me diras. Non, mais alors, j'ai lu 2-3 recensions qui disent très bien, mais hyper difficile à appliquer. Ouais, ben. On verra. Tu me diras quand tu l'auras lu, mais c'est d'ailleurs De Jong, je crois, qui a fait une recension dessus où il dit voilà, très bon bouquin, très bon principe, mais à appliquer pas facile. Ouais, ben je te dirais du Cal Newport, c'est bon. Hein, ouais. On avait fait Deep Work, l'épisode là-dessus, excellent livre. Et puis un livre aussi plus petit qui s'appelle Plugged In de Daniel Strange. Okay. Le sous-titre c'est Connecting Your Faith with what you watch, read and play. Okay. Comment considérer par la foi, enfin connecter la foi avec ce qu'on regarde, on lit et on joue. Donc c'est de la politique culturelle de base. Et le gars là, Daniel Strange, c'est un bon. C'est un bon. Donc je te dirai aussi ce que j'en pense. C'est un plus petit livre. Il a l'air vraiment cool. Et toi, que vas-tu lire ? Et moi, alors, j'ai prévu de lire, pareil, là c'est vraiment pour moi, Untangling Emotions, en anglais, de Alistair Groves et de Winston T. Smith. Donc c'est chez Crossway aussi. Il est recommandé chaudement par Edward Welch, par John Frame, par Deepak Raju aussi. Enfin voilà, que des pointures du counseling biblique. En fait, c'est sur les émotions. Que dit la Bible à propos des émotions ? Je trouve que c'est un domaine, t'as comprendre les émotions et comment, l'impact du péché dedans, de la rédemption, etc. Je trouve que c'est dans notre société qu'il les met vachement en avant. Ça m'intéresse d'avoir une réflexion doctrinale plus poussée sur le sujet. Donc voilà. C'est ça, et dans une église aussi qui est un peu bicéphale. Oui. On a une partie de l'église qui jure que par ça presque. Ouais. Et peut-être une autre partie dont on est plus proche. Et ça, je me dis. Qui s'en méfie. Et donc ça, je me dis que ça pourrait être un bon sujet d'épisode, tu vois. Ouais, c'est super. Donc voilà, vraiment avec une petite couverture minimaliste qui devrait te plaire, tu vois. Donc voilà. Pas mal. Alors après, les deux autres gros, j'en ai un autre petit. Alors, je vais commencer par l'autre petit. C'est dans la collection des Puritan Paperback. C'est de Samuel Bolton. C'est The True Bonds of Christian Freedom. Donc sur la liberté chrétienne, rien que pareil, là tu vois, on parlait de ça, tu lis, et puis j'aime trop comment les puritains ils font de la théologie. Ils ont une méthodologie qui est une machine de guerre en fait. Ils sont trop forts en méthodologie. Ils sont hyper systématiques et en même temps hyper pastoraux. Exactement, ils sont trop forts. Et donc celui-là, il m'avait été recommandé par Daniel Anderson, qui m'a dit ouais, celui-là il est extra, faut que tu le lises mon gars. Donc j'ai dit ok, je vais le prendre, je vais le lire. Donc voilà, sur la liberté chrétienne, tu as le côté négatif de la vie chrétienne, donc vis-à-vis du péché, de Satan, de la loi, et puis le côté positif de la liberté chrétienne par rapport à la loi morale, par rapport à le devoir, etc. Enfin bref, excellent, ça, il me tarde de le lire.
Après, j'en ai 2 gros, c'est pour ça que j'en ai pris que 4. Attends, t'en as pris 4, on avait dit 3. Ah bon? Mais oui. Alors, bah écoute. Ce tricheur. Non, vas-y. Alors, je vais prends les juste 4, ça me mentionner. fait plaisir. Mais les 2 autres, Vas-y. tu les as lus, toi, je pense. A New Heaven and a New Earth, c'est toi qui me l'as recommandé, de Richard Ah Middleton. oui, je t'ai recommandé. Tu vas te régaler. Ouais, Enfin, je sais. tu m'en diras, tu Ouais. me diras ce que t'en penses. Celui-là, je vais le me lire suis régalé. sur la plage en Espagne. Tu vois. Celui-là, je vais me gaver. Tu vas en Espagne? Oui, je vais en Espagne aussi, ouais. Une semaine. Mais tu avec te Marion et les gaves cet été, Moi, mon gars. attends, moi cet été, je vais en Roumanie. Je vais dans les Pyrénées avec des amis Marine et Nico, je sais qui écoutent parfois le Ah, podcast, tu vas dans les Pyrénées, tu vas où? à Ask, un village. Ask. Ask? Ouais. Ok. Ask, pas ask, ask the question. Ouais. Voilà, et ensuite on descend Tu vas quelques quand, jours ça J'y vais en août. Mais là, on s'en fout là des dates, c'est pas ce qui est Non, mais c'est pour savoir, c'est perso ça. Ouais, voilà, ouais, on en parlera après. Donc voilà, je vais lire ça. Il me tarde de le lire, ça va être génial. Et puis l'autre, c'est celui de Sam Storm, Kingdom Come, oui, sur oui, le millénarisme. Tu l'as lu aussi? Ouais. Non, je ne l'ai pas lu. Tu l'as pas lu? Non. Eh ben écoute, je veux le lire. Donc c'est une défense de l'amillénarisme, mais alors voilà, c'est le bouquin, il fait 500 pages quoi. Enfin 600 pages. Ouais. Donc c'est le pavé à lire, voilà, qui est chaudement recommandé par tellement de monde. Je pense que c'est le livre à lire sur l'amillénarisme. Voilà, il me tarde de le lire aussi. Quand je lis la table des matières, c'est génial. J'ai lu juste le premier chapitre sur l'herméneutique de l'eschatologie, génial. Rien que ça, génial. C'est trop bien. Ouais, un gros kiff. Donc voilà. Ok, excellent. Ouais. Je sais pas si j'arriverai à tout lire parce que les 2 sont gros et j'ai beaucoup de temps d'écriture cet été. T'as beaucoup de temps de. Je veux beaucoup écrire. De parc cet aquatique. été. Ouais, voilà, c'est ça. Dans les tunnels, tu sais, de Kingdom Come. Hop là. Eh ben, écoute, Mathieu, on va conclure ici. Ouais, on va conclure ici. On se donne rendez-vous à la rentrée justement pour se faire un mini débriefing. Ouais, et on va. Je te souhaite de bonnes vacances, Raph. Yes, toi aussi, Mathieu. Et tu sais comment on peut passer de meilleures vacances encore? Vas-y. En mettant 5 étoiles. Ah oui. Ça, c'est inspirant. Ah, tu mets 5. Ah, tu mets. Purée, incroyable. Inspirant. Quoi. Ah ouais, alors cliquez, abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu, etc. C'est ça? Inspirant, tu vois, pour moi, c'est aussi clair et aussi pertinent que influenceur. Mais influenceur, t'influences qui à quoi? Non, mais le problème, c'est que ces gens-là ont pris en otage ces mots qui peuvent avoir du sens, mais qui sont dépouillés justement de leur sens, parce que à partir du moment où tu as une chaîne YouTube, tu vas dire que tu es un influenceur. Ou à partir du moment que tu t'intéresses à la personne, tu vas être quelqu'un d'inspirant. Enfin voilà, c'est ça le problème, c'est qu'ils prennent en otage des mots, qu'ils dépouillent. Non, et puis surtout, inspirant, moi je trouve le problème principal avec inspirant, tu vois, pourquoi j'ai un problème, c'est que ça t'inspire à quoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça reste ultra vague, genre, est-ce que ça te fait du bien? Non, est-ce que ça te fait pour moi, inspirant. Alors, moi, tu vois, je suis très peu, du coup, contaminé par ça. Je trouve la preuve, c'est toi qui le dis. Oui. Non, mais en fait, moi, du coup, ça fait pas du tout. Et inspirant fait pas du tout écho à l'abus, tu vois, comme toi, tu dis. Et moi, du coup, inspirant, c'est comme. Tu sais, un peu comme les artistes, tu vois. Un artiste, il va trouver un truc, il va dire, ah, ça m'inspire pour créer tel ou tel truc. Voilà, c'est qui nourrit ta réflexion. Okay. C'est dans ce sens-là. Mais après, c'est comme... Il y a un autre mot là qui a été créé que je supporte pas. Malaisant. Ah ouais. Malaisant, je peux pas. Tous ceux qui disent « Ah, c'est malaisant », ça me crée un malaise d'entendre malaisant. Tu vois? Ouais, je comprends. Ouais. Et en même temps, je trouve que le mot va bien avec ce qu'il dit, tu vois. Ouais. C'est inspirant. Non. Et ça, en plus, tu vois, moi je sais pas si c'est comme ça.
Moi, je suis un peu comme ça. Il y a des trucs, je peux pas regarder. C'est-à-dire, non, franchement, je vois des trucs, ça met tellement un malaise que je peux pas aller jusqu'à la fin. Ah ouais. C'est vrai. Non, mais je peux pas. Ouais, Demande à ça Alex. fait gerber. Je peux pas. Ouais. Et non, mais même dans les films ou dans les machins, c'est un malaise, je peux pas. J'ai Ouais. l'impression, je sais pas, d'être à la place de la personne ou je sais pas quoi. Mais... Bah, ça m'a fait ça avec la dernière saison de. Avec Marion, on a essayé de regarder la dernière saison de Black Mirror. Ah ouais. Je sais pas si t'as tenté ou pas. Non, alors- j'ai tellement entendu parler que c'était nul. Alors ouais, je J'ai- confirme. En fait, le premier épisode, on a commencé. Et en fait, du coup, alors ça devient hyper malaisant. Ouais. Et du coup, ça part un truc sur une histoire en fait homosexuelle. Et je dis à Marion, vas-y, D'accord. on arrête tout de suite. Ça me met dans le rouge, moi. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Et tu vois, sur cette question, bon, peut-être on en reparlera. Ouais. Mais je pense qu'il y a des trucs intéressants Moi, je fais la différence entre des films qui décrivent la réalité et du coup, un film en fait où il y aurait, on évacuerait toute la question homosexuelle ou la question des genres, etc. Ce serait pas réaliste. Ouais. Parce que c'est partout. Bien sûr. Par contre, je fais la différence entre ça qui est du réalisme et l'autre qui est de l'agenda politique. Alors, exactement. Tu vois. Et c'est alors c'est tout à fait. Et tu mets tu décris ce que je voyais, c'est que clairement le scénario est au service de ça. Bah, Si tu veux, en gros, c'est comme deux souvent. potes qui se retrouvent à jouer à un jeu de combat en réalité virtuelle. Et en fait, c'est poussé tellement que en fait, tu vis le truc, t'es dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as l'impression que c'est toi vraiment qui te bats, etc. Sauf qu'ils ont toujours eu l'habitude. Il y en a un qui prend un homme et l'autre qui prend une meuf. Tu vois, et ils se bataillent. Et en fait, donc ils se retrouvent en vrai. Et t'en as un qui se retrouve encore d'une non, meuf. dis pas plus. Et du coup, au lieu de se marrer, il commence à s'embrasser et non. tout. Et tu te dis non, mais c'est. Et tu sais, au début, le scénario part tellement bien. Tu te dis attends, jeu de marave en réalité augmentée et tout ça. Tu te dis mais tellement. Et puis tu sais, ils sentent physiquement les coups. Ah ouais. Et donc c'est tout ça le truc, c'est que tu rentres dans la peau vraiment du personnage que tu incarnes. Donc tu dis mais c'est génial. Et moi je croyais à un truc qui allait partir, tu vois, dans un extrême où ils se retrouvent enfermés là-dedans, etc. Enfin voilà, je m'attendais à un truc comme ça. Et en fait non, ils commencent à se rouler des pelles et tout. J'étais mais non, mais horrible. Et en gros t'as tout le truc de ouais, si t'es pas prisonnier de ton corps, ton orientation sexuelle, machin, etc. Enfin tu sens tout l'agenda Et c'était un peu la LGBT question, derrière, tu vois, qui est tellement sale et qui arrive avec ses gros sabots. Tu dis les mecs sérieux, on a dit allez, on laisse tomber. Tu te rappelles du film avec Will Smith où c'est une affaire de clone là, je sais pas comment. Surrogate, tu l'as vu? Comment? Surrogate. Non, non. Attends, il y en avait un autre avec des clones chez Will Smith, non? Ah, pas Will Smith, n'importe quoi, pas Will Smith. C'est IA avec Will Smith. Avec Bruce Willis, pardon. Bruce Willis. Alors, non. Surrogate, Explique-moi, et peut-être je l'ai vu. c'est une société où justement les gens ils sortent plus de chez eux et ils vivent toute leur vie par procuration Ouais, avec des clones qui les représentent. ok. Et donc ils peuvent être n'importe qui et faire n'importe quoi. Et tu te rends compte que tu as des jeunes femmes de 25 ans Ah, qui sont en fait des vieux. Des vieux dégueulasses gros, qui sont chez eux. sale. Enfin bref, tu vois. Ah, berk. Ouais. Mais c'est pas nouveau comme Ouais. comme truc. Non, mais là, c'est vraiment au service de ça, quoi, tu vois. Donc, bref, voilà. Ok, donc je vais pas mater. Ouais, franchement, ne perds pas de temps. Parce qu'au début, je me suis dit, ah tiens, nouvelle saison, peut-être qu'on pourra faire un épisode dessus. Et en fait, ouais, bref, nul. Dommage. Ouais, c'est ce que j'avais lu, malheureusement. Ok. Et bien, sur ces belles paroles, Sur ces belles paroles, bon séjour à Bordeaux. eh ben, bon séjour en Bulgarie, en Espagne, à Ask et voilà. Voilà, et puis on se retrouve le 2 septembre. Rendez-vous le 2 septembre. Pour la rentrée, avec un plein de surprises qu'on vous réserve. On verra. Oui, c'est tellement des surprises que ça allait pour nous. Voilà, exactement. On va bosser là-dessus cet été. Allez, Allez, salut Raph. ciao Matt.